Bonjour à tous les abonnés, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toi si tu viens de rejoindre la chaîne. Alors aujourd'hui sur cette première vidéo, on va parler de Sarah Sadman. Oui, celle-là, la chroniqueuse de tous les plateaux TV français. Alors Sarah Sadman va parler du trafic de drogue en France les amis. Accrochez-vous. Elle nous explique qu'il faut taper sur le portefeuille de la clientèle. Oui, je veux bien, mais si la clientèle est mineure et a pas d'argent. À votre avis, sur qui ils vont taper? Les amis, avant de commencer cette petite réaction, vous connaissez tous la musique. Un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et j'ai vu que vous étiez plus de 80% sur la chaîne à ne pas vous abonner. Mais qu'est-ce que vous faites les amis? C'est gratuit, c'est simple et efficace pour regarder toutes mes vidéos. Sur ce les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. On lui a reproché, mais qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus en qualité de ministre de l'Intérieur? Il y a eu 7000 interpellations. Si la chaîne pénale, c'est-à-dire la justice, ne suit pas, qu'est-ce qu'il peut faire de plus? C'est ça la réalité. Vous faites 7000 interpellations. S'il y a 6500 personnes qui sont relâchées, vous n'avez rien fait. Il faut que ces personnes soient jugées, condamnées. Et monsieur disait, c'est le consommateur. Il y a plus de demandes que d'offres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut taper au portefeuille du consommateur. Il n'y a pas de raison qu'on laisse les choses comme ça. S'il n'y a plus de demandes, il n'y a plus d'offres. Après, monsieur nous parlait de ce qu'on appelle Uber Sheet, c'est-à-dire la livraison à domicile. Eh bien oui. Pourquoi vous rigolez? Bon, non mais... Le mot est très drôle. Ah, ça s'appelle comme ça. Enfin, ça veut dire que c'est Uber. La livraison à domicile. La livraison à domicile. Eh bien, ça c'est comment? C'est triste, regrettable. Ah mais je pensais que c'était devenu dans le langage commun. Et ça c'est ne nous a pas atteint ici. C'est bien, ça veut dire que vous n'êtes pas consommateur. Eh bien, mais je n'en doutais pas. Heureusement. Non, vous savez que ça touche toutes les catégories sociales et tous les milieux sociaux et pas uniquement les quartiers. Mais on s'est contagieux. Harold, vraiment. Oui, pardon. Non, Un peu mais de tenue plus sur ce sérieusement, plateau. ça veut dire que quand vous démantelez un point de deal, eh bien, plutôt que de se reconstituer, vous avez ce qu'on appelle Uber Sheet et c'est à domicile. C'est-à-dire que vous allez sur Snapchat, vous tapez dans la barre de recherche ce que vous voulez, vous avez des milliers de comptes qui vous proposent de la drogue à domicile. Donc en fait, c'est beaucoup plus dur à endiguer que cela. En revanche, pour les habitants, c'est pas plus confortable, mais c'est moins dangereux. On les entend jamais parler des Pierre Palmade qui vient décimer toute une famille qui est droguée jusqu'au bout. Ah, là, on l'a pas entendu parler, hein. Ou sur du Morandini qui s'amuse avec sa notoriété à faire des choses pas nettes aux jeunes filles sur son plateau TV. Et là, sur cette vidéo, les amis, on va parler d'Emmanuel Macron, qui a des casiers sur ses fesses comme jamais. Même Sarkozy, oui, l'ancien président, qui fait honte à la France, est un petit joueur comparé à Emmanuel Macron. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Pardon, mais Jacques Chirac a été condamné. Bon, certes, non pas de la prison ferme, mais il a été condamné. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy a été condamné définitivement. Ça n'est un secret pour personne que, de toutes les façons, le jour où Emmanuel Macron ne sera plus président de la République, les juges ont déjà dans leur tiroir des actions judiciaires. Il sera condamné un jour, Emmanuel Macron? J'ai pas dit qu'il était condamné, j'ai dit que potentiellement, aujourd'hui, il y a des gens qui attendent qu'il ne soit plus président et on pourra en reparler dans quelques années. Il y a un risque, à mon avis, significatif au Vous regard... pensez à quelles affaires? C'est des choses lourdes que vous dites là. Pourquoi À date, il n'y a pas de procédure ouverte contre... Ah ben c'est pas Emmanuel possible. Macron. Ah bon? On peut pas ouvrir une procédure Vous contre parlez Emmanuel de quoi? Macron. Desquelles alors? Écoutez, regardez les affaires qui sont autour aujourd'hui d'Emmanuel Macron. Et lesquelles? Eh ben, l'affaire McKinsey, par exemple, elle est susceptible, le cas échéant, de permettre, si on en a une vision qui est une vision négative, une mise en cause d'Emmanuel Macron. On verra ce qui se passera. Je dis juste qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes un homme politique, et on peut parler des dérives qu'il y a pu y avoir de mise en cause à l'occasion du Covid, de la même manière, des perquisitions qui sont intervenues, j'ai défendu Éric Dupond-Moretti, de la même manière, la mise en cause qu'il y a eu... Mais oui les amis, ils sont tous dans le coup. C'est tous des mercenaires qui viennent voler les poches des Français. Et pas que. Pour la preuve, le jour où ces dossiers sortiront, ça va être un feu d'artifice pour Macron. Les amis, regardez ça, vous allez être étonnés. C'est l'un des principaux lieutenants d'Emmanuel Macron. On l'a appris il y a quelques minutes. Le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, a été mis en examen pour prise illégale d'intérêt. C'est le parquet national financier qui l'a annoncé. Karim Akiki, bonjour. C'est l'association Anticorps. Une heure plus tard, la perquisition se poursuit, mais l'un d'entre eux semble soulagé. Ils n'ont rien trouvé. Alors qu'elle esquive la justice, l'entreprise trouve un soutien de taille au gouvernement, le ministre de l'économie, Emmanuel Macron. Dans les 2 années qui suivent son entrée au gouvernement, Emmanuel Macron ou les membres de son cabinet ont rencontré l'équipe de Beurre au moins 14 fois. La première rencontre a lieu 1 mois après la nomination du ministre et lui permet de s'entretenir avec le fondateur californien de l'entreprise, Travis Kalanick. La conseillère d'Emmanuel Macron, Astrid Pagnosan, écrit le jour même au directeur de Beurre France. Pierre, transmettez nos remerciements à Travis. Comme évoqué, nous sommes intéressés par une note de synthèse qui résumerait vos attentes en matière de réglementation
et votre potentiel d'emploi. Semblable, puisqu'il dit non, oui, elle, pas lui. Et donc ça aussi, c'est un mystère, l'influence qu'exerce Nicolas Sarkozy aujourd'hui sur Emmanuel Macron. Mais tous ces exemples que l'on donne montrent que c'est aussi un président sous pression qui n'est plus tout à fait libre de ses mouvements. Par exemple, l'agenda d'Emmanuel Macron, il est quasiment jamais publié. Ça, c'est quand même assez inédit et rare sous la 5e. À l'ère du numérique, il a une vie numérique intense. Les visiteurs du soir, sous François Mitterrand ou sous Jacques Chirac, on les voyait dans la cour de l'Élysée. Les visiteurs du soir, on ne les connaît pas, en fait, aujourd'hui. Ils sont des interlocuteurs privilégiés d'Emmanuel Macron via Telegram, WhatsApp et d'autres messageries. C'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. Un remontage de bretelles. Oui, il est quand même gonflé. Emmanuel Macron a engueulé Gabriel Attal et Elisabeth Borne sur le mode mais qu'est-ce que c'est que cette pagaille au sein de la majorité? Il est gonflé. Hein. C'est l'hôpital qui se c'est terrible. Pardonnez-moi, mais quand j'ai appris ça tout à l'heure en fin de matinée, je ne vois pas où sont les limites de l'exercice. Ça se fait pas de dire ça d'un homme ou d'une femme politique, mais il y a un portrait psychologique à faire de cet homme. Alain Minc l'a fait à la main qui se revendiquait être proche du président de la République ou d'être un visiteur du soir, l'a fait. Mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions et il y a un portrait psychologique et un psychisme chez lui qui est quand même très particulier. Vous savez... La France peut-elle se retrouver en faillite? Une situation alarmante des finances publiques. Bercy redoute que le budget dérape trop. Alerte à la dette. L'information agite la France cette semaine. Notre pays est-il au bord de la faillite? La Cour des comptes s'inquiète. Dans son rapport annuel publié mardi, elle juge la situation des finances publiques préoccupante. Moi, je finirai par là. Je vous remercie de cet engagement parce qu'on est dans une période où on refonde, on est en train de réinventer un modèle. C'est plus dur de le réinventer quand tout n'a pas été détruit. Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. D'abord parce que nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance, celle des liquidités sans coût, et nous aurons en tiré les conséquences en termes de finances publiques, mais le monde se réorganise, celle de la fin d'une abondance de produits, de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles. Nous l'avons vécu pendant la période du Covid, nous revivons ici avec encore plus de force, la rupture des chaînes de valeur, la rareté de tel ou tel matériau et technologie. Si je n'étais que la cupidité, je n'aurais pas choisi de quitter la banque d'affaires, ou alors je serais un être extrêmement complexe, voire pervers. C'était étonnant comment vous dites ça, franchement. Bah non, mais c'est vrai. L'élite politique, médiatique, économique, c'est faux de dire que c'est elle qui m'a porté. Beaucoup de gens, tous les gens de ces milieux pensaient que j'étais un fou en 2016, 2017, de me lancer. Là, je vois tout le système depuis que j'ai décidé la dissolution. Il est fou, parce qu'en fait, beaucoup de ces élites, dont les gens pensent que je suis le copain, que j'ai servi, et ils sont plutôt pour qu'on fasse les réformes en dehors du peuple ou sans le peuple. Moi, ce que j'ai décidé le 9 juin, c'est de retourner au peuple. Compte à être efficace en politique. On y apprend l'art de la négociation. On apprend vraiment l'art de la négociation. On est amené aussi beaucoup, et ça c'est heureusement ou malheureusement utile en politique, à communiquer, c'est-à-dire à raconter une histoire. Dans le jargon, quand on fait une opération, on construit ce qu'on appelle une equity story, qui est l'histoire qui va donner aux actionnaires envie de voter cette opération, d'acheter les titres ou d'apporter leurs titres. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques pas de manipulation de l'opinion, mais un petit peu. Bref les amis, tout ça pour vous dire qu'ils sont pleins de magouilles et qu'ils sont pas là pour aider les citoyens français, mais pour se servir véritablement dans les poches des Français, et pas les plus riches. Bref les amis, on va finir en beauté, vous commencez à connaître la chaîne. On va parler de Manuel Bompard qui va décimer BFM TV en plein direct. On regarde la vidéo et on fait une petite réaction. D'abord, la première chose que je veux vous dire, c'est que ça ne vous aura pas échappé, nous sommes en démocratie. Et en démocratie, c'est le peuple qui décide, pas les investisseurs financiers. Or, le peuple, il a dit son mot sur cette question de la réforme des retraites. Les Français, ils sont très largement, majoritairement, très largement... Enfin, les Français, ils vivent à crédit avec l'argent. Vous pouvez leur donner des leçons si vous voulez, mais quand vous avez plus de 90% des actifs qui sont contre la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, l'ensemble des organisations syndicales, et qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale et que c'est un 49-3 qui est utilisé pour la passer en force, vous pouvez dire que c'est eux qui ont raison. Mais vous n'avez pas raison si vous êtes tout seul. Donc la première chose que je vous dis, c'est que désolé, mais on est en démocratie. Et les Français, ils ont largement soutenu l'abrogation de la réforme des retraites et c'est ça qui doit s'appliquer. Pour le reste,
monsieur, quelle est votre inquiétude sur l'abrogation de la réforme des retraites? C'est le financement. Ça coûte combien cette année, l'abrogation de la réforme des retraites? Au début, ça coûte pas énormément, ça coûte 2, 3, 4 milliards. Oui. Et puis en 2030, ça en coûtera une quinzaine par an. D'accord. Monsieur Barnier, quand il a fait un effort, soi-disant, sur le prix de l'électricité, c'est un manque à gagner de combien? 3 milliards. C'est à peu près les mêmes ordres de grandeur que la réforme des retraites, c'est ça? Bah alors pourquoi c'était possible pour l'électricité, c'est pas possible pour les retraites? Parce que ça fait beaucoup de milliards à la fin. Ah d'accord, donc c'était l'un ou l'autre. Non, mais ça en fait 3 par là, 3 par là. Vous voyez, il y a un petit problème dans votre argumentation. Quand monsieur Barnier a dit l'augmentation du prix de l'électricité, ça coûtait 3 milliards, vous lui avez pas dit ça va être le problème de la crédibilité de la France sur la scène internationale. Mais sur les retraites, vous dites ça. C'est bizarre, non? Oui, bon, mais maintenant, parce vous me que posez c'est ce la que je vous question disais, la symbolique de cette réforme des retraites. Mais c'est pas la même chose, c'est pas la même symbolique, chose, monsieur, c'est des gens de toucher à l'électricité que de toucher aux retraites. D'accord, monsieur, la symbolique, c'est des gens qui arrivent à 64 ans, qui sont fatigués, qui sont épuisés, qui ont des maladies, qui ont mal au dos, qui meurent avant d'arriver à l'âge de la retraite. Ça, c'est la symbolique, vous voyez, concrète. C'est la conséquence concrète de cette réforme. Alors oui, excusez-moi, mais oui, le nouveau Front populaire, quand il gouvernera, l'une de ses premières mesures, ça sera d'abroger la réforme des retraites. Pour le reste, le financement, on l'a déjà présenté 40 fois. J'ai pas de problème à vous le représenter. On peut faire une surcotisation sur les hauts revenus. C'est ce que nous avons proposé dans le cadre du débat sur la projet de loi de finances de la sécurité sociale. Je vous arrête tout de suite. Non, ce ne sont pas les cotisations de l'ensemble des salariés qui vont payer le prix. Je vous parle de 2 ou 3 plafonds de la sécurité sociale, c'est-à-dire des gens qui gagnent plus de 8 000 € net par mois. Ça devrait aller, une petite surcotisation sur ce sujet. Si on fait l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, on rentre plus de 10 milliards d'euros dans les caisses de retraite. Si on ramène des gens dans l'emploi, parce que moi je veux bien qu'on me dise que c'est la censure du gouvernement qui va se traduire par une catastrophe économique, mais les prévisions économiques sur le budget de M. Barnier, elles ont été faites, et pas par la France Insoumise, par des organismes comme l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. C'est 150 000 € d'emplois en moins le budget de M. Barnier, et c'est une baisse de la croissance de 0,8 points, c'est-à-dire une division de la croissance par 2. Ça, c'est pas le budget que moi je propose, c'est le budget que M. Barnier propose. Donc oui, quand on fait tomber le budget de M. Barnier, c'est aussi bon sur l'économie. Les députés de la France Insoumise, ils sont trop bons dans leur domaine. Manuel Bompard a donné une bonne leçon à ce lardon qui pense être plus intelligent que Manuel Bompard. Et c'est ça qu'on aime bien sur les députés de la France. C'est qu'ils connaissent leur sujet, c'est qu'ils se battent pour des causes justes, et pas que pour leurs intérêts. Qu'est-ce qu'ils s'en fout personnellement, Manuel Bompard, de monter le SMIC à 1 600 €? Vous le pensez bien qu'il fait 7 000 €, il s'en bat la cacahuète pour lui. C'est pas pour lui, c'est pour les autres. Qu'est-ce qu'il s'en fout de la retraite à 60, 61 ans alors qu'il touche plus de 7 000 € par mois? Vous pensez bien que d'ici là, il aura bien mis sur le côté. Encore une nouvelle fois, il se bat pas pour ses intérêts, mais pour l'intérêt du peuple. Et c'est là où ils ont du mal, ces journalistes propagandistes qui racontent n'importe quoi sur les télévisions françaises en expliquant que la France Insoumise ne serait pas gouvernée. Je vous le dis, noir sur blanc, gravé sur la roche, que si vous votez la France Insoumise, la France, au bout de 2 ans, ne sera jamais relevée aussi rapidement. Sur ce les amis, merci de m'avoir suivi, au prochain épisode. Merci à tous.